Bienvenue à l'épisode 45 du balado du Docteur Kin. Aujourd'hui, j'aborde quand même un sujet que je trouve délicat parce que l'objectif n'est pas de froisser les gens et pas d'insulter personne ou de dénigrer personne, mais c'est quand même un élément qui est important. C'est tout ce qui touche les différentes formations pour devenir entraîneur, devenir intervenant en mode de vie ou en santé. Donc, je vois qu'il y a beaucoup, beaucoup de formations qui sortent, puis écoute, je dois être transparent aussi. J'offre ce type de formation-là en formation continue. Puis c'est pas pour me faire de la publicité ou pour parler de compétiteurs en mal. C'est vraiment, je trouve que c'est particulier. J'ai assisté il n'y a pas tellement longtemps à un congrès qui regroupait beaucoup de gens du domaine. Puis, j'ai eu beaucoup de révélations, beaucoup de constats pendant ces quelques formations-là. Puis, j'ai fait, je crois, de belles réalisations. J'aurais peut-être pu les faire avant, mais bon, en ce qui concerne vraiment la nature des formations, puis aussi les gens qui suivent les formations. Donc, encore une fois, je le répète, c'est pas le but, c'est pas d'être condescendant, c'est pas d'être très réducteur envers les gens, là, mais c'est vraiment un constat des éléments qui m'ont frappé pendant cette journée-là de formation, puis après ça, après avoir discuté avec certains collègues, là, des éléments qui sont sortis de ça. Donc, les formations dans le monde du fitness, du conditionnement physique, de la nutrition, bien, dans le domaine plus spécifiquement de l'entraînement, on va retrouver vraiment deux grands courants, deux branches. Les gens qui ont plus une formation dite académique, donc qui vont avoir un bac kinésiologie, éducation physique, athletic therapy, ou bon, qui vont avoir une formation, on va dire traditionnels, qui ont un parcours universitaire, 3 ans, 4 ans, où ils vont suivre des cours dans différents domaines. Donc, le bac est en quelque sorte un fourre-tout généraliste du domaine de la kinésiologie ou connexe. Donc, c'est rien d'extrêmement spécifique. Et il y a les formations dites non académiques, donc des formations qui vont durer allant de quelques heures à plusieurs centaines d'heures. Donc, ce sont des formations qu'on peut faire le soir, la fin de semaine, certaines en ligne. Donc, ceux-là, les mécanismes de régulation sont moins stricts. Donc, c'est beaucoup plus hétéroclite comme type de formation. On en a vraiment là, de tous les styles, toutes les approches, donc c'est toutes les teintes. Donc, c'est un peu plus éclaté là, comme milieu de formation. Donc, de ce que je remarque, pour avoir eu des stagiaires qui proviennent du milieu académique, des gens en formation continue qui proviennent du milieu non académique, ce que je constate du milieu académique, comme je le mentionnais, c'est une formation de type généraliste. Donc, on va toucher un petit peu à tout. Donc, il peut y avoir de l'histoire, de la socio, de la biomécanique, de la physiologie, un petit peu d'ergogène. Donc, on va toucher à plusieurs éléments qui habitent le merveilleux monde de l'entraînement. Et je dirais, puis pour enseigner aussi à l'université, je dirais que les étudiants vont souvent être limités par le prof et son contenu. Donc, on va être exposé à un seul type de contenu en physiologie de l'exercice qui est présenté par un prof avec son approche, sa compréhension de la matière. Et si l'étudiant est en mode passif d'apprentissage, c'est-à-dire que si il reçoit l'information et il se limite à cette information-là, il ne la remet pas en question, il ne pose pas des questions, il ne cherche pas de son propre côté d'aller explorer davantage, manipuler les informations qu'il reçoit, ses connaissances vont être tributaires de ce qu'il comprend, de ce qui lui est transmis. Donc, si le prof est moyen, si le prof a une compréhension moyenne de certains sujets ou des intérêts moindres pour certains sujets, ça se peut que l'étudiant en kin, il soit exposé à des données qui sont un petit peu moins intéressantes, moins pertinentes. Et inversement, s'il y a un ou une prof qui est vraiment ferré dans son domaine, passionné, il peut avoir une exposition un peu plus importante à l'information. Mais au final, son parcours universitaire va dépendre de sa capacité à aller chercher l'information. Donc, de plus en plus dans le milieu académique, on se rend compte que l'étudiant doit participer de façon plus active à ses apprentissages. Donc, aller chercher l'information, aller questionner, aller manipuler l'information de façon différente. Donc, pas juste apprendre
comme dans le temps, on disait apprendre par cœur puis recracher à l'examen, mais vraiment s'exposer à travailler différemment, donc faire des applications pratiques de la théorie, essayer toujours de ramener ça à des situations concrètes pour être en mesure de bien comprendre l'information. C'est pas tous les profs qui enseignent de cette façon-là. C'est pas tous les étudiants qui ont la capacité ou le désir aussi de faire ça. Donc, même s'il y a une certaine uniformité, un certain standard, on peut avoir une grande variabilité dans le bagage de connaissances et les compétences d'un étudiant qui va sortir d'une formation académique. Du côté des formations non académiques, ben là, c'est beaucoup plus le Far West. Il y a un peu moins d'homogénéité dans la formation, dans les formateurs. Donc, il y a moins de contrôle. Moins de contrôle, ben, n'importe qui peut lancer une formation en entraînement, en nutrition. Donc, il n'y a pas de règles, il n'y a pas d'organisme qui gouverne ça, qui va chapeauter ça, qui va dire une formation doit contenir telle affaire ou doit avoir un minimum de structure de telle façon. Les examens doivent être de tel format, peu importe. Donc, on n'a pas ça. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui se dit, moi, je veux contribuer au bagage de connaissances dans le monde de l'entraînement. Je pense que j'ai les outils pour le faire. Je vais partir une formation, je vais la donner et les gens qui vont sortir de ça, je suis convaincu qu'ils vont être extrêmement compétents. Donc, on a beaucoup de gens qui sont de bonne foi là-dedans, mais comme il n'y a pas de régulation externe, par exemple, dans le milieu académique, il peut y avoir d'autres profs qui vont s'intéresser au contenu qu'un prof donne, puis parfois pour des mauvaises raisons, comme des raisons d'ego, on peut avoir des profs qui se mêlent d'autres cours puis qui disent c'est pas correct, qu'est-ce que tu enseignes, ça fait pas de sens. Donc, il y a un certain contrôle qui se fait, pas nécessairement de la meilleure façon, mais il y a quand même une pression, une certaine rigueur qui est là, que dans le milieu académique, on retrouve, pardon, dans le milieu académique, que dans le milieu non académique, c'est pas le même genre de pression. Donc, la pression, c'est pour rentabiliser sa formation. Donc, ce qu'on souhaite, c'est avoir suffisamment de gens, que la formation soit payante, donc elle nous rapporte de l'argent. Donc, il y a un aspect mercantile qui va motiver ça, ce qui n'est pas un défaut en soi, mais la rigueur académique ou la rigueur de contenu, ça prend un petit peu le bord parce que il faut s'assurer que la formation, elle plaise, elle vende. Donc, et on se dit, si elle plaît, si elle vend, c'est qu'elle doit être bonne. Et il n'y a pas de regard externe, il n'y a pas d'organisme externe qui va regarder la formation et qui va dire le contenu, il est bon ou pas bon. Donc, en quelque sorte, moi, quand je crée une formation, je peux dire absolument n'importe quoi, n'importe comment. Et si j'en vends, c'est un petit peu ça qui fait gage de qualité. Donc, plus je vais en vendre, plus il y a un intérêt pour ça, c'est qu'elle doit être bonne. Mais il n'y a personne qui va contrôler nécessairement le contenu ou qui va superviser ce que je vais dire, ce que je vais présenter comme information. Donc, ce travail-là retombe dans les mains de la personne qui est formée. Donc, c'est la personne qui est formée qui doit analyser le contenu, faire la part des choses pour dire ça fait du sens, ça fait pas de sens, ça c'est vrai, ça c'est pas vrai. C'est un peu ironique parce que la personne se fait former dans le domaine, donc systématiquement, elle ne peut pas être une experte dans le domaine, la personne, elle ne peut pas connaître ça parce que, elle cherche à apprendre. Donc, ça devient extrêmement difficile et c'est là qu'il y a une forme de vulnérabilité qui s'installe. C'est que la personne qui se fait former, elle n'a pas nécessairement les outils pour vérifier si l'information est valide, si l'information est pertinente et ne va pas nécessairement prendre le temps d'aller vérifier ce qui est dit. Donc, la confiance qu'elle va porter envers la personne qui est responsable de la formation est totale. Donc, on va vraiment y aller avec ce que la personne me dit, si la personne le dit, si la personne a fait une formation, ça doit être vrai. Puis après ça, on va dire, est-ce que ça fait du sens? Est-ce que pour moi, dans mon univers, dans ma compréhension, ça va faire du sens? Si oui, là, ça renforce ma croyance ou mes certitudes dans le contenu que j'ai, c'est vrai, c'est robuste, je peux utiliser ça. Ça, c'est un peu la même chose dans le milieu académique, c'est quand on fonctionne comme ça avec des apprentissages en vase clos. En vase clos, c'est qu'on est limité par les connaissances qui nous sont présentées. Donc, c'est un peu comme si notre formation, notre cours, c'était quelque chose qui contenait l'ensemble des connaissances et j'étais exposé à ça. Et durant la formation, il y a peu de gens qui vont aller voir ailleurs, qui vont sortir, qui vont chercher à aller vérifier, de dire « Hey,
ce que je viens de voir là, est-ce que c'est corroboré par d'autres sources? Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui parlent de ça? Et il y a encore moins de gens qui vont dire qui n'est pas d'accord avec ça? Qui dit le contraire, puis pourquoi? Donc, il y a tout le processus de réflexion critique, de se dire, OK, je reçois de l'information, est-ce que cette information-là, elle est valide? Je n'ai pas les outils pour déterminer ça. Ça fait du sens. Donc, comment on me l'a présenté, je pense que ça fait du sens, mais je vais aller vérifier, je vais aller voir ailleurs qu'est-ce qu'on dit. Et ça, la beauté de la chose, c'est que maintenant, on a accès à une grande, grande, grande quantité d'informations. On n'a peut-être pas nécessairement tous les outils pour bien la comprendre, mais on a accès à cette information-là. Donc, c'est vraiment, je pense, essentiel, tant dans la formation de type académique que non académique, donc d'aller chercher des informations, des connaissances à l'extérieur de ces formations-là, durant notre parcours à l'intérieur de ces formations. Donc, pendant que je me forme pour devenir entraîneur, ben, c'est pertinent pour moi d'aller voir d'autres sources d'informations qui parlent de physiologie, qui parlent de biomécanique, qui parlent de principes et méthodes d'entraînement. Donc, c'est important et ça nous permet en quelque sorte d'éviter de rentrer dans un parcours de gourou. Donc, de fonctionner en silo, de dire la formation que je suis, c'est la meilleure, c'est celle qui va me donner tous les outils. Je ne veux pas crever l'abcès ou péter la bulle à personne, mais il n'y en a pas de formation qui est la meilleure. On voit souvent ça, ces commentaires sur les réseaux sociaux, les gens qui veulent se former, quelle est la meilleure formation? Puis il y a des gens qui disent, ah ben moi, celle que j'ai suivie, celle-là, je trouve que c'est la meilleure. J'en ai suivi plusieurs. Dans toutes celles que j'ai suivies, je trouve que c'est celle-là la meilleure. Il n'y en a pas réellement de formation totalement complète. Il n'y a pas vraiment de formation qui est la meilleure. Chacune des formations qu'il y a sur le marché actuellement va offrir des informations qui sont intéressantes, qui sont différentes. Et ce qui est vraiment l'idéal, c'est d'avoir plusieurs de ces formations-là et de comparer et d'avoir un peu un choc des idées et de voir c'est quoi les différences, qu'est-ce qui fait qu'il y a des différences. Donc, ces éléments-là, c'est super important. Même chose dans le milieu académique, c'est important de sortir de ce qu'on va voir dans le bac et d'aller voir, de confronter les informations qu'on a à d'autres informations. Donc, c'est un peu comme le principe, certains principes journalistiques, de dire si on a une source, on va aller vérifier avec d'autres sources pour être sûr. C'est exactement la même chose lorsqu'on va avoir des apprentissages. Donc, je crois que c'est terminé l'époque où on a un prof en avant qui détient le savoir et qui nous transmet l'information divine. Puis nous, ben, on a juste à retenir ça, puis on va bénéficier de la vérité absolue. Ça ne se fait plus maintenant, on le sait. Donc, c'est important d'avoir la lucidité, d'aller chercher à l'extérieur des formations qu'on fait pour aller vérifier. Et ça demande une certaine forme d'humilité pour les gens qui font des formations et qui présentent, c'est d'accepter de se faire remettre en question et d'avoir une certaine critique de l'information qu'on va transférer et aussi accepter qu'il est possible que lorsqu'on donne une formation, bien, on se trompe. Ça arrive beaucoup plus souvent qu'on le croit. Donc, les formateurs vont véhiculer des informations qui sont erronées parce que ils l'ont mal compris, parce que c'est des choses complexes, parce que c'est des choses qui leur aient de moindre intérêt. Donc, pour plein de raisons, ça va arriver qu'on va présenter des informations qui sont erronées, malheureusement. Et tant pour la personne qui se fait former que pour le formateur, c'est une réalité qu'il faut accepter. Donc, il n'y en a pas de formateurs, formatrices qui connaissent tout, qui maîtrisent tout dans le domaine de l'entraînement. Il n'y en a tout simplement pas. Ça ne se peut pas. Je vous dirais que le cerveau n'a pas les capacités physiques pour contenir toutes les informations nécessaires à la compréhension de l'ensemble des domaines qui vont animer le milieu de l'entraînement, que ce soit biomech, physiologie, name it, on n'a pas la capacité de maîtriser toutes ces informations-là parce qu'il y a trop de connaissances. Donc, tout de suite en partant, il faut accepter que la personne qui est en avant ne détient pas la vérité. Elle va tout simplement être un vecteur qui va nous permettre de transmettre des informations. Et ces informations-là, c'est le travail et la responsabilité de la personne, de l'apprenant, d'aller vérifier, d'aller questionner ça. Donc, c'est vraiment, vraiment important. Ce qui fait en sorte que dans le milieu des formations, de ce que j'observe, ce n'est pas tout à fait le cas. On est encore sur le mode, autant en milieu académique qu'en milieu non académique,
de je reçois l'information. Si la personne me donne l'information en avant, c'est que c'est de la bonne information. Je dois tout simplement apprendre, retenir cette information-là et je vais être correct. Et c'est pas ça. Donc, en entraînement, c'est de comprendre l'information. Donc, il faut absolument la manipuler, il faut la voir sous différents angles, de voir différents côtés, qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui n'est pas possible, et surtout essayer de faire des liens avec plein d'autres choses. Plus on est en mesure de faire des liens, plus on est en mesure d'être exposé de façon différente à la même information. Par exemple, en suivant deux formations concurrentes, de voir comment c'est présenté. Si les informations, les connaissances sont présentées différemment, c'est une plus-value parce que ça nous permet de mieux comprendre. Si on est en mesure de faire des liens avec des applications pratiques, avec des choses qui sont dans notre réalité, c'est encore plus fort pour la compréhension. Puis après ça, ça nous permet d'être apte à utiliser adéquatement les connaissances qu'on a et pas tout simplement à dire j'ai les connaissances, j'ai fait ma formation et après ça, je vais faire autre chose parce que je ne suis pas en mesure d'utiliser mes connaissances, de les transférer à ma pratique. Donc, c'est très, très, très important. Fait que, ce qui est un peu triste, puis c'est là la partie où je trouve qui peut être un peu blessante, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui, quand ils vont suivre des formations non académiques, vont être vulnérables. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas nécessairement un bagage scientifique qui est assez robuste pour être capable de bien comprendre les choses. Donc, ils dépendent entièrement de l'information qui est transmise par le formateur et ils ne sont pas en mesure d'exercer un esprit critique parce qu'ils n'ont pas les bases solides en sciences, ce qui est très difficile. Donc, ce n'est pas un reproche, ce n'est pas de dire « Ah, ces gens-là, c'est des gens qui sont moins intelligents et c'est pour ça qu'ils comprennent, qu'il faut absolument qu'ils apprennent par cœur. » Ce n'est pas du tout ça. C'est vraiment on n'est pas exposé à ça, on n'a pas la méthode scientifique n'est pas nécessairement connue de tous. Le jargon scientifique aussi, des fois, ça peut être quelque chose qui est assez difficile, assez ardu à maîtriser et ça peut faire en sorte que on a des gens qui ne comprennent pas tout et qui vont être mal à l'aise de le dire. Et ça, c'est vraiment, vraiment problématique au niveau de l'application de l'esprit critique. Donc, c'est essentiel, tant pour les formateurs que pour les apprenants, d'être capable de remettre en question les choses, d'être capable de valider si les gens comprennent. Puis je vais m'inclure là-dedans. Bien souvent, quand je vais donner des conférences, quand je vais donner des formations, je réalise dans le regard des gens que je pense qu'ils n'ont pas compris. Mais c'est mon travail de m'assurer que les gens ont compris et ça ne s'arrête pas à dire est-ce qu'il y a des questions? Il faut vraiment essayer de représenter les différentes informations, les connaissances qu'on tente de véhiculer sous différents angles et d'aller s'assurer, que ce soit par des questions, par des mises en situation, que les gens ont vraiment compris le message et la connaissance qu'on voulait transmettre comme elle existe. Et il y a bien souvent des gens qui vont être mal à l'aise de poser la question, de dire moi, je ne sais pas ça m'a l'air bien simple, je suis convaincu que tout le monde comprend autour de moi, que je suis le seul imbécile dans la place. C'est malaisant de lever la main, poser la question. Je vais interrompre le formateur, je vais empêcher les autres d'apprendre parce que je vais ralentir le processus de formation avec toutes mes questions. Mais au contraire, lorsqu'on va poser des questions, ça va bonifier le processus de formation parce que ça permet au formateur, un, de prendre le pouls, deux, de donner de l'information sous différents angles, en espérant que le formateur ne s'entête pas à répéter l'information de la même façon tout le temps, mais qu'il va changer comment il va présenter son information, mais ça peut faciliter la compréhension des autres, ça peut approfondir la connaissance des autres. Donc, ça devient un élément super important. Donc, et ça, on hésite encore à le faire. Donc, le dernier congrès que j'ai assisté, et j'entendais des gens parler, j'avais assisté à une conférence, et la majorité des gens comprenaient, ma perception était que les gens ne comprenaient pas. Moi, il y a plusieurs éléments que je ne comprenais pas. Ça allait beaucoup trop vite. Il y avait beaucoup d'informations qui passaient rapidement. Puis, moi, j'avais de la misère à faire des liens. Puis, je considère que j'ai quand même un bon niveau de connaissance dans le domaine. Et je voyais des gens autour que le hamster était sorti de la roulette. Là, il y avait décroché. Là, et il n'y a personne qui levait la main en disant moi, je n'ai pas du tout compris le dernier passage. Les derniers 10 minutes, je n'ai rien compris. Les gens étaient mal à l'aise de le faire. Et ça a fait en sorte que la personne qui était responsable de la formation a fait un monologue en avant
en utilisant un langage que la majorité de l'auditoire ne comprenait pas. Et à la fin, quand j'écoutais les commentaires, ce qui m'a fasciné, c'est que moi, je m'attendais à ce que les gens disent: «Ah, c'était dur, j'ai rien compris, j'ai perdu mon temps, c'est bien trop compliqué pour moi». Non, les gens allaient louanger la personne qui avait donné la formation en disant: «Waouh, cette personne-là, c'est vraiment bien ce qu'elle fait, c'est incroyable, elle a des connaissances comme ça n'a pas de bon sens, j'ai jamais vu ça, autant de connaissances». Puis moi, je posais la question à quelques personnes, je dis: «Ben, qu'est-ce que tu as retenu de la formation?» Ben, il y avait plusieurs personnes qui disaient qu'ils avaient retenu que la personne responsable de la formation était compétente, qu'il avait beaucoup de connaissances. Puis quand je posais la question: «Mais sur le contenu, qu'est-ce que tu as retenu?» Là, c'était: «Ouf, ah ben là, c'est compliqué, ah ben là, que telle affaire, ben peut-être, ah, je ne suis pas sûr». Donc, les gens sont sortis de là avec plus de confusion. Euh, et ça, c'est pas tellement dommage, parce que c'est correct de sortir d'une conférence, d'une formation en disant: «Ouf, je pensais que je connaissais ça, mais je ne connais pas ça, c'est compliqué». Mais les gens n'avaient aucune avenue après pour dire: où est-ce que je vais chercher de l'information pour essayer de comprendre ce que j'ai vu? Donc, l'information à laquelle j'ai été exposé, comment je peux aller vérifier? Comment je peux aller fouiller? Et c'est là que ça s'arrêtait. Les gens n'avaient pas de ressources autres que, ben, je pourrais écrire à la personne responsable de la formation pour avoir plus d'infos. Mais pourquoi tu n'as pas posé des questions pendant la formation? Pourquoi il y avait ce malaise-là? Donc, on était intimidé par la personne qui donnait la formation. On s'est tu pendant la formation et on sort de là avec, ben, on a l'impression que tel domaine de l'entraînement, c'est hyper complexe. Et si c'est complexe, c'est wow. Euh, mais on n'ira pas plus loin après. Donc, c'est ça que moi, que je trouve qui est problématique, parce que qu'est-ce que tu vas faire avec ces informations-là? Qu'est-ce que tu vas être en mesure de construire? Comment tu vas pouvoir intervenir mieux? Comment tu vas bonifier ta pratique si tu n'as pas compris les choses? Alors ça, c'est vraiment, 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 je trouve, un fléau dans le domaine de l'entraînement et toutes les sphères connexes, parce qu'on va encenser les formateurs qui donnent des choses compliquées qu'on ne comprend pas. Et quand on présente des choses simples que les gens comprennent, mais ce n'est pas une bonne formation. Donc, comme si la complexité était glorifiée au détriment de la compréhension des choses. Alors, puis où c'est problématique, c'est que si c'était seulement pour les gens, si c'était seulement pour moi, puis que je ne comprends rien, ben c'est à moi que c'est moi qui ai le problème. Par contre, quand j'interviens auprès d'autres personnes, si j'utilise des concepts que je ne comprends pas, puis que je les applique, ben ça se peut que je nuise aux personnes auprès desquelles j'interviens. Donc, c'est là que ça devient problématique. On a une responsabilité lorsqu'on va intervenir dans le domaine très large de la santé, entraînement, nutrition. On a une responsabilité très importante parce qu'il n'y a pas d'ordre professionnel qui nous chapeaute, parce qu'il n'y a pas d'organisme qui va réguler ce qu'on dit. C'est super important qu'on ait la responsabilité, l'honnêteté, la précaution d'aller vérifier, d'aller comprendre, de s'assurer de notre compréhension avant de transmettre ou d'utiliser différentes connaissances qu'on peut acquérir. Donc, c'est là que ça devient problématique. Et c'est pour ça que d'avoir un esprit critique, de remettre les choses en question, ça devient extrêmement important dans les différents domaines où on intervient, parce qu'on peut causer préjudice. Donc, on peut causer des problèmes et c'est de notre responsabilité. Ce n'est pas la responsabilité du formateur de faire ça, ce n'est pas la responsabilité d'un organisme de régulation, c'est la nôtre. Donc, c'est à nous qu'il incombe de s'assurer du mieux possible que ce qu'on fait, ben, c'est légitime. On l'a bien compris, on l'a bien maîtrisé. Alors maintenant, comment s'assurer qu'on a bien compris quelque chose ou qu'une formation est légitime? Ben, si dans le domaine de l'entraînement, vous avez l'impression d'avoir pleinement compris quelque chose, si vous dites « Ah oui, ça là, je l'ai vraiment compris », c'est un premier drapeau rouge. Si vous avez une certitude dans l'entraînement que quelque chose est comme X, il y a une inquiétude parce que c'est très difficile d'avoir des certitudes en entraînement, en physiologie. Donc, si vous êtes sûr de quelque chose, je vous encourage à aller fouiller, à aller utiliser Internet, l'intelligence artificielle pour essayer de vous faire présenter des avis contraires, des connaissances contraires.
Et si vous n'êtes pas en mesure de comprendre où est l'erreur dans les positions contraires ou les connaissances qui vont pas dans le même sens, si vous n'êtes pas capable de déterminer pourquoi ça, c'est pas vrai et pourquoi ce que moi je sais, c'est vrai, mais ça, c'est un premier problème. Donc, si vous n'êtes pas en mesure de bien comprendre le pour et le contre d'une connaissance, c'est probablement que vous ne maîtrisez pas suffisamment ce qui entoure ces connaissances-là pour les utiliser adéquatement. Donc, vous suivez quelque chose. Donc, c'est presque plus une croyance qu'une connaissance. Donc, bien important, s'assurer de vraiment être capable d'argumenter les pour et les contre d'une thématique, d'un concept, d'une connaissance quelconque. C'est vraiment, vraiment essentiel. Puis, à l'heure des réseaux sociaux, c'est de plus en plus difficile de faire ça. Donc, on va toujours chercher quelque chose de consensuel, on va toujours chercher de l'information qui réconforte, qui confirme ce qu'on dit. Et c'est beaucoup plus rare qu'on va aller chercher de l'information qui va dans le sens contraire. Et c'est désagréable aussi de chercher ces informations-là qui vont dans le sens contraire parce que on a la connaissance, ça nous plaît, on dit « Ah oui, j'ai compris, je suis à l'aise avec ça ». Et là, je vais aller voir quelque chose qui dit le contraire de mon confort, dans le fond, de ma connaissance, de dire « Là, c'est comme une attaque contre moi ». Alors que pas du tout. Ce sont des connaissances, puis c'est normal qu'il y ait des connaissances qui diffèrent parce que la compréhension d'une même connaissance peut être différente d'une personne à l'autre. Donc ça, c'est super important. Au niveau des formations, je vous dirais, il y a plusieurs années, on avait tendance à avoir des formations qui étaient très scientifiques et qui n'étaient vraiment pas accessibles au milieu de l'entraînement. Puis on avait des formations de terrain qui critiquaient haut et fort la théorie puis le milieu académique, comme quoi le classique, là, les livres, une fois que tu as fini tes cours, tu jettes ça à la poubelle, tu brûles ça, puis là, tu arrives dans le vrai monde, puis là, Donc, il y avait vraiment un dénigrement des deux milieux. Donc, le milieu académique dénigrait le milieu de terrain parce que c'était tous des imbéciles, puis le milieu de terrain dénigrait le milieu académique parce que c'était tous des gens qui étaient déconnectés puis qui n'avaient jamais levé de poids de leur vie ou jamais couru de leur vie. Là, on se rend compte que le milieu académique tend à se rapprocher du bro science, on le voit de plus en plus, et le milieu de terrain commence à utiliser un petit peu plus la cape du milieu scientifique. On voit de plus en plus de formations non académiques qui vont citer des articles scientifiques pour appuyer ce qu'ils disent. Et ça, d'habitude, c'est très vendeur. Donc, quand je vais donner une formation, je vais mettre des références scientifiques, ça ajoute de la crédibilité. Les gens vont faire « Wow, il y a vraiment, vraiment du contenu là-dedans, c'est solide, c'est démontré. » Pourquoi? Parce qu'il y a des références. S'il y a des références, c'est pour aller les voir. Et ça, c'est super important. Je vous mentirais si je vous disais que c'est pas arrivé très souvent, mais très souvent, je suis allé voir des références de gens qui présentaient. Et maintenant, avec l'intelligence artificielle, ça va bien, ça va vite. Donc, j'assiste à une conférence, la personne parle de 2 articles scientifiques, je vais sortir les articles scientifiques. Pendant que la personne parle, je demande à l'intelligence artificielle de me faire un résumé rapide. Je regarde le résumé rapide. Ça ne va pas du tout dans le sens que la personne présente, affirme. Donc là, je vais voir l'article plus spécifiquement, je vais lire les éléments spécifiques à ça pendant que la personne continue à parler. Donc, je perds de l'information, mais c'est important pour moi d'aller vérifier ça. Et comme de fait, je me rends compte que 2 références citées, ce n'est pas du tout ça que ça dit. Les conclusions de l'article ne vont pas dans le sens que la personne les a présentées ou les a utilisées dans sa formation. C'est pas que la personne est mal intentionnée, c'est pas peut-être que la personne a mal compris l'article. On s'entend, un article scientifique, c'est difficile à lire. Il y a même des articles scientifiques que les conclusions de l'article ne vont pas avec la méthodologie ou encore avec les résultats de l'article. Donc, c'est pas facile. Alors, si moi, je vais juste lire la conclusion d'un article, ça se peut qu'il me manque des morceaux, ça se peut que j'utilise cet article-là pas nécessairement de la meilleure façon. Donc, s'il y a des références scientifiques, il faut aller les voir, il faut les consulter. C'est vraiment, vraiment important. Ce n'est pas juste une badge, un certificat d'authenticité quand on met des références en bas. Il faut aller les voir, il faut les lire. Trop souvent, on va avoir des gens qui vont citer des articles qui ont seulement lu l'abrégé, qui n'ont pas lu l'article ou encore qui n'ont pas les outils pour comprendre l'article. Des statistiques, c'est difficile à comprendre. Mais maintenant, l'avantage, avec l'intelligence artificielle, vous pouvez demander à l'intelligence artificielle de vous expliquer tel test statistique, est-ce que ça s'applique
à tel projet ou à telle étude. Et c'est fascinant les explications que vous allez avoir et vous allez être surpris de constater qu'il y a des articles scientifiques qui sont publiés qui n'utilisent pas les bonnes méthodes statistiques pour tirer les conclusions qu'ils vont tirer. Donc ça, l'intelligence artificielle peut vous rendre ça un peu plus digeste. Donc ça devient un outil extrêmement intéressant pour être capable de mieux comprendre. Donc, ensuite de ça, je vous dirais, ce qui va être important dans le domaine des formations, c'est de s'assurer d'en avoir plusieurs, d'en avoir différentes, de ne pas hésiter à aller suivre des formations de gens que vous n'êtes pas d'accord avec eux ou vous êtes contre eux ou que, peu importe, j'aime pas utiliser le terme contre eux, mais moi, je vais régulièrement voir ou lire des articles, écouter des balados de gens avec qui je ne partage pas du tout les mêmes visions en termes d'entraînement, en termes de connaissances, en termes de physiologie, etc. Mais je vais écouter ce qu'ils vont dire et je ne suis pas contre eux. Je ne serais peut-être pas d'accord avec ce qu'ils vont dire. Puis pour moi, l'important, c'est que pourquoi je ne suis pas d'accord? Est-ce que je suis capable de l'expliquer? Est-ce que mon raisonnement fait du sens? Est-ce que j'ai les connaissances pour être capable de réfuter ce que la personne dit? Si oui, je suis content parce que, pas pour réfuter la personne, pas pour planter la personne, mais bien pour être capable de dire, OK, j'ai les connaissances, je sais pourquoi je sais ce que je sais. Je suis en mesure de bien l'utiliser, je sais pourquoi ça fait du sens, parce que A, B, C, D. Donc, je suis capable d'argumenter de façon intelligente avec des faits, avec des données sur pourquoi telle connaissance, je considère qu'elle est vraie, puis pourquoi telle personne, elle se trompe quand elle dit ça. Puis c'est correct de se tromper. Ça arrive à tout le monde, c'est pas mal, on n'est pas moins bon parce qu'on se trompe. C'est une mauvaise interprétation et la capacité à comprendre différemment, à réajuster le tir, c'est quelque chose qui est super pertinent dans le monde de l'entraînement. Donc, si on résume le tout, quand on est entraîneur, quand on n'a pas un bagage scientifique, un bagage académique, il faut avoir la lucidité de comprendre qu'on a une certaine vulnérabilité. Il faut s'attendre à ce qu'il y ait plusieurs choses qu'on ne comprenne pas, ce qui est correct, ce qui est normal. Ce qui n'est pas normal, c'est de rester sur cette incompréhension-là et de continuer à empiler des formations par-dessus des connaissances qui ne sont peut-être pas solides ou des choses qu'on n'a pas compris. Le meilleur exemple, c'est il y a beaucoup, beaucoup de gens qui vont avoir des lacunes importantes en physiologie de l'exercice. Donc, métabolisme énergétique, j'en parle parce que c'est mon dada. Je réalise qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas les bonnes connaissances là-dedans, qui ont des connaissances qui datent des années 60, qui ne sont plus tout à fait à jour, ou encore qui ont tout simplement des connaissances qui sont complètement erronées. Mais parce que de la physiologie de l'exercice, c'est abstrait, c'est pas un dumbbell, c'est pas un tapis roulant, c'est pas une course, c'est pas des sauts, je le vois pas vraiment, je ne le mesure pas vraiment. On passe vite par-dessus en disant, ça, c'est du fondamental, c'est de la théorie, c'est pas utile, mais ça vient miner complètement nos applications pratiques de plein de choses. Donc, comment on va paramétrer l'entraînement, la surcharge, si on n'a pas les bonnes connaissances en physiologie, tout ça, c'est échafaudé sur des fondations qui sont chambranlantes. Donc, ça devient difficile. Donc, pas hésiter à vraiment s'assurer que les bases sont bien maîtrisées. Et malheureusement, les bases, c'est ça sur quoi on va passer le plus rapidement dans la plupart des formations en entraînement parce que très rapidement, on va aller dans l'appliquer, dans l'exécution technique des exercices, ce qui a son importance, mais c'est pas nécessaire. Si on a une bonne exécution technique, mais on n'a pas d'appui en physiologie, ça devient quelque chose d'un peu plus hasardeux en termes de comment je vais faire pour générer des adaptations. Donc, si on résume le tout, c'est important de considérer que lorsqu'on apprend, on est vulnérable. C'est important d'avoir un esprit critique, de remettre en question l'information qu'on va avoir. Si on trouve que quelque chose ne fait pas de sens, il faut essayer d'être capable de déterminer et d'expliquer pourquoi on trouve que ça ne fait pas de sens. Pas hésiter à aller chercher de l'information qui s'oppose aux connaissances qu'on a, de discuter avec des gens qui n'ont pas les mêmes points de vue que nous. Le choc des idées, c'est extrêmement pertinent, c'est extrêmement intéressant et ça va nous permettre de mieux comprendre. Donc, il faut éviter de travailler en chambre d'écho, il faut éviter de suivre un gourou, d'écouter seulement ce qu'il ou elle dit. Il faut vraiment aller chercher plusieurs sources d'informations, même si des fois, il y a des gens qui peuvent nous paraître antipathiques, qu'on n'aime pas. Moi, j'ai deux podcasteurs américains que je nommerai pas, mais que je ne suis pas capable. Ça m'énerve ce qu'ils véhiculent comme information, ça vient me chercher. Mais je sais pourquoi ça vient me chercher, je sais pourquoi ils se trompent, je sais quels éléments ils ne connaissent pas. Donc, je suis capable de faire la liste de tout ça.
Puis ça, ben, ça me dit, OK, ben moi, j'ai ces connaissances-là, c'est correct. Après ça, ben, c'est mon travail de mettre ces connaissances-là de l'avant pour que, ben, il y ait une autre source d'information que ces deux podcasters-là. Puis ça va faire en sorte que, ben, il va y avoir un choc des idées, puis éventuellement, les gens vont comprendre, puis on va aller de l'avant. On ne va pas tourner dans une chambre d'écho en rond en ruminant toujours les mêmes croyances. On va avancer au niveau du champ des connaissances. Donc, ça fait pas mal le tour. Donc, je vous encourage à vous former, je vous encourage à avoir un esprit critique. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez me contacter via le site drkin.com ou encore me contacter par courriel mso@drkin.com. Donc, sur ce, à la prochaine.